Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je reçois du coup le duo Vilain Cœur. Donc c'est la première fois que j'ai un duo dans le podcast, donc je suis ravie de vous rencontrer. Je vais vous laisser vous présenter vos activités professionnelles et aussi vous en tant que personne. Je vous laisse choisir de vous présenter comme vous le souhaitez. Eh bien écoute, alors merci déjà de cette première expérience avec un duo. Voilà, donc effectivement on est un duo, donc on s'appelle Vilain Cœur. Comme dans tous les chœurs, il y a deux ventricules, le ventricule gauche. Moi, je suis Sophie, donc guitariste, compositrice, claviériste et un peu chanteuse aussi, pour soutenir Chris, qui du coup est lui le chanteur parolier de Vilain Cœur et le ventricule droit. Voilà. Donc vous allez prochainement sortir un EP. Vous avez déjà sorti un premier titre là avec Joey Star. On en parlera en fin d'interview parce que ça arrive du coup dans votre actualité présente et qu'on va retracer votre parcours. Mais en tout cas, voilà, au moment où ça sortira, on sera à seulement quelques semaines de la sortie officielle en septembre, si je ne me trompe pas, de l'EP. Ouais, c'est ça. Fin septembre. Donc voilà. Alors du coup, comme vous êtes deux, vous allez répondre chacun à votre tour aux différentes questions sur votre parcours, mais qui veut commencer? En général, on s'alterne. On alterne, oui, on peut y Ah, aller C'est spontanément. même une guerre entre nous parfois. Rends-moi le micro. Là, on en a un Là, chacun. on en a un chacun, donc attention. On va se. Alors je vais vous laisser du coup, je vous laissais me dire du coup à quel moment vous avez commencé à vous intéresser à la musique. Est-ce que vous avez grandi dans un milieu où vous aviez des parents musiciens, où il y avait des claviers à la maison, ou qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en veniez à la musique? Et bien, de mon côté, mes parents ils m'ont inscrit assez tôt à l'éveil musical. Tu sais, c'est le truc quand t'es enfant, c'est même avant que tu saches lire, ça permet un petit peu d'essayer des instruments différents et de s'initier un peu au rythme, aux percussions, aux voix et tout ça. Donc j'avais commencé l'éveil musical, ensuite j'ai fait un peu de solfège quand ça a été possible, et j'ai démarré par la clarinette, qui a été une catastrophe parce que j'arrivais pas à souffler dedans. Et j'ai très vite switché vers le piano, qui me plaisait beaucoup plus parce que ça permettait un petit peu de... Enfin, c'était plus riche harmoniquement et tout ça. Un jour, j'ai trouvé dans le grenier chez mes parents une guitare classique qui appartenait à mon père, mais il jouait plus du tout. Je l'avais jamais vraiment entendu jouer quand j'étais petite. Et cette guitare m'a fascinée. Du coup, il m'a dit tiens, je te la prête. Il a commencé lui aussi à rejouer en montrant des petits accords, des choses comme ça. Et c'est là que vraiment je me suis fascinée pour cet instrument. Voilà. Et donc j'ai poursuivi un peu le piano en parallèle, mais comme petit à petit mes goûts musicaux se sont affirmés pour des choses un peu plus rock et tout ça, la guitare ça a été un peu une évidence pour pouvoir m'exprimer autour de ce registre, quoi, on va dire. Voilà. Du coup, en te mettant à l'éveil musical, c'est toi qui l'avais demandé ou c'est pour eux c'était une évidence de mettre leur enfant dans un groupe de musique? Ça devait venir de moi parce que mon grand frère n'a jamais fait de musique. C'est plutôt un sportif. Du coup, je pense que j'avais dû témoigner un intérêt pour la musique, ouais. Petite déjà, ouais. Donc, faudrait que je redemande cette info, mais je pense que ça a dû se passer comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que Chris, c'est un petit peu la même histoire. Tu as aussi trouvé une guitare dans un placard. Ah bah vas-y, raconte alors. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est à peu près pareil que... Enfin, moi, j'avais un père qui jouait de l'orgue à ses heures perdues. De manière un peu entre guillemets approximative, quoi. Enfin voilà, il avait jamais vraiment appris ou quoi. Il était en autodidacte
dessus, et il jouait des chansons un petit peu toutes sortes de chansons. Donc c'est vrai qu'au départ, je me suis intéressé un peu à ça. J'aimais bien passer mes soirées dans sa chambre. Son orgue était dans sa chambre. Je m'asseyais sur le lit puis je jouais des trucs. Euh, et puis en fait, il avait acheté une guitare dans un supermarché, je crois. Enfin, vraiment une guitare bas de gamme à ma sœur, ma grande sœur, qui en a joué, qui a dû en jouer à peu près une semaine et demie, et qui l'a ensuite laissé traîner, voilà, qui s'en est plus servi. Et puis bah, moi, je suis tombé là-dessus. Elle était toujours là, cette guitare. Je suis tombé là-dessus quelques années plus tard. Et j'ai commencé à m'y intéresser, mais il y avait tout à refaire dessus parce elle était dans un état, enfin voilà, elle avait pas été entretenue, tout ça, donc mon père l'a fait un peu remettre en état, et puis ben, je me suis fait mes premières chansons. Alors après, bah, évidemment, moi j'ai changé de registre. Je suis pas du tout parti dans le registre dans lequel lui il était avec son orgue. J'étais plus sur du Nirvana, sur des choses comme ça. Enfin voilà quoi. Donc voilà, guitare. Et puis un jour il m'a dit tiens, joue et chante en même temps. Il voulait effectivement que je chante des trucs. Genre du Hallyday, des choses comme ça dont lui était fan, du Elvis et tout ça, donc pour lui faire plaisir évidemment je le faisais, mais petit à petit je me suis pris au jeu en me disant tiens c'est cool de chanter, et puis bah après donc je me suis mis à chanter, j'ai monté mes premiers groupes, mes premiers petits groupes, et puis bah, très vite je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire surtout, et j'ai un peu délaissé la guitare petit à petit au bénéfice du chant et de l'écriture. Parce que bah voilà, puis après bon, par la suite plus tard j'ai rencontré une guitariste assise à ma gauche ici, donc qui a complètement justifié le fait que j'abandonne l'instrument, Je veux dire, je suis meilleur que toi. Oui c'est ça exactement, je veux dire que tu es meilleur que moi, c'est exactement ça, et voilà, du coup le parcours c'est un peu ça quoi. En gros on a à peu près tous les deux le même parcours sur un père musicien, enfin ouais musicien quoi, qui fait de la musique, qui nous donne ce goût-là, et puis on trouve un instrument délabré avec lequel on commence à se faire la main, quoi. Avec des parents justement musiciens, même si c'est pas leur métier, est-ce que eux vous ont inculqué le fait que c'était possible et peut-être ce qui vous fait kiffer de votre vie, ou est-ce que malgré tout ça leur faisait peur d'envisager une carrière artistique pour leurs enfants? Ah ouais, moi je sais que mon père c'était assez mon père et ma mère c'était assez ambivalent le truc, parce que il me disait vas-y fonce, en gros il me mettait même parfois à avoir un peu de matos et tout ça quand bah voilà, quand comme le font tous les parents quand ils font des cadeaux à leurs enfants, bah moi il savait que c'était des cadeaux qui tournaient autour de la musique, et en même temps il me disait passe ton bac, trouve-toi un vrai métier, tu vois, des trucs comme ça quoi. Et c'est hyper délicat de dire s'ils avaient raison ou tort, parce qu'en réalité, nous, on a une vie aujourd'hui, on a construit notre vie effectivement avec ce projet auquel on consacre 98% de notre temps. Mais tu vois, peut-être que le fait effectivement euh, d'avoir eu ce discours-là par les parents a permis, je sais pas, permis peut-être de stabiliser un peu, enfin d'avoir des compétences qu'on n'aurait peut-être pas, des compétences autres qu'on n'aurait peut-être pas si on s'était arrêté effectivement qu'au côté artistique, qu'à la musique. C'est ce qui fait aussi que notre parcours, il a eu cette dimension, enfin voilà, qui nous a permis de rencontrer des gens, même parfois des gens en dehors de la musique, qui nous ont aidés dans notre parcours de musicien, tu vois. Je pense notamment, enfin voilà, moi j'ai eu travaillé dans la presse au tout début, ça m'a permis de rencontrer des gens. Et, et la blague est qu'on en parlera tout à l'heure si tu veux, mais Joey Starr, c'est finalement un peu grâce à ça que je l'ai rencontré aussi, tu vois. C'est en ayant entre guillemets, ce métier d'origine, quoi. Donc moi, j'ai aucun regret sur ce que m'ont dit mes parents. C'est vrai qu'après, ça nous a pas empêché de se lancer corps et âme dedans quand c'était le moment, quoi. Tu vois, voilà. Donc et je crois que c'est normal que les parents aient un peu peur pour leurs enfants. Oui.
Et puis, parce que c'est pas forcément un milieu qui connaissait ou qui connaissent. Et nous non plus, d'ailleurs, quand on a décidé de se lancer vraiment dans le métier, dans les métiers de la musique au sens large, il y avait beaucoup de choses qu'on ignorait. Et c'est important de le dire, être musicien, c'est pas juste jouer de la guitare, écrire des chansons et chanter. À moins d'avoir énormément de chance et d'être très très bien accompagné par une énorme équipe qui s'occupe de tout et qui permet à l'artiste d'être juste artiste. 95% des musiciens ou chanteurs aujourd'hui sont un peu des artisans de la musique, c'est-à-dire touchent à plein de métiers autour de l'artistique, que ce soit la communication, l'administratif, le studio à proprement parler, c'est-à-dire pas juste jouer, mais être capable de manipuler des logiciels, etc. Donc il y a des compétences à avoir au-delà du fait de savoir jouer ou chanter ou écrire. Et ça, la réalité du métier de musicien aujourd'hui, c'est celle-ci. Et je pense que d'avoir, comme disait Chris, eu la chance d'être poussé un petit peu par nos parents pour faire aussi des études à côté de cette passion qu'on pouvait avoir en tant que jeune ado et jeune adulte ensuite, voilà, le fait d'avoir fait quelques études ou d'avoir eu des compétences additionnelles, ça nous sert énormément aujourd'hui et ça nous a servi et ça continuera à nous servir, vraiment. Oui, par exemple, juste l'exemple de la langue, tu vois, c'est tout bête, mais Sophie, elle est parfaitement bilingue en anglais. Moi, je le suis un peu moins pour le coup, mais tu vois, c'est parce qu'elle a fait des études dans ce sens-là, et ça nous a permis à la fois quand on voyageait en Écosse, où là on va partir aux États-Unis et au Mexique pour une tournée, ou bien quand on a travaillé avec des producteurs anglo-saxons, ça nous a permis d'avoir un échange fluide. Et voilà, je dis pas que n'importe qui peut apprendre l'anglais, il n'y a pas besoin de faire des études de 5 ans pour ça, mais mine de rien, c'est un bagage qui nous a... tous les bagages, je pense qu'on a ramassé en cours de route. J'aime bien cette idée de ramasser des valises, tu vois, en cours de route. Je pense nous ont apporté quelque chose à un moment donné, quoi. Quoi qu'il arrive. Voilà, comme disait Sophie, moi de base, je suis graphiste, tu vois, c'est con, mais ça nous a quand même permis de réaliser une belle économie déjà sur notre propre projet, en me permettant à moi de faire tout ce qui était support de com, dossier de presse, site web, machin, etc. De connaître des photographes, de connaître des gens, des métiers annexes, on va dire. Et tout ça, je ne crois pas que ce serait arrivé si on n'avait pas eu ce parcours un petit peu, effectivement, autonome. Sophie et moi, on a monté notre structure en 2009, quoi. Donc vraiment, depuis 2009, on se débrouille comme on peut. Et avec ces compétences-là qu'on a pu acquérir au fil du temps, quoi. Ouais. Le principal restant l'artistique, c'est vrai. Donc c'est un peu schizophrénique, je voulais juste finir par ça, parce que c'est vrai que des fois, tu as besoin de te retrouver en tant qu'artiste, quoi, tu vois. Et c'est pas toujours évident, justement, quand tu dois tout faire. Ouais, c'est ça, faut pas perdre de vue la raison pour laquelle tu fais ça aussi, parce que des fois c'est un peu traître et t'as tendance à te plonger un petit peu dans les à côté, parce que c'est ça qui fait aussi avancer les choses. Tu as besoin de trouver des financements, des choses comme ça, et t'oublies un petit peu que à la base tu fais ça pour vibrer autour de la musique et écrire des choses, et voilà, faut pas perdre cet objectif là et cette motivation là, parce que c'est quand même l'essence même de ce métier. Mais oui, aujourd'hui on est beaucoup des couteaux suisses un peu les artistes, hein. Et surtout, dans le podcast, il y a une question un thème qui est souvent questionné, en tout cas par les artistes, c'est aussi la question de la légitimité, justement, à se gérer tout seul. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'artistes qui font beaucoup tout seuls, donc beaucoup leur propre prod, leur propre compo, leur propre administratif. J'imagine que ça doit pas être facile au tout début de se dire, en fait, je vais essayer tout ce que je peux gérer seul, je vais apprendre à le gérer seul, et à se sentir légitime à le faire, et aussi bon qu'un quelqu'un de professionnel là-dessus. C'est bien aussi de s'entourer. C'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais voilà, c'est bien aussi de se dire ça je suis capable de le faire, ça je suis capable de le faire, de gérer la com, de gérer
la rédaction de mes biographies, je suis capable de faire mes demandes de sub et tout ça, mais par contre, je sais pas du tout produire un album, j'arriverai pas à avoir le son qui me fait envie, et j'ai besoin pour ce poste-là d'aller chercher quelqu'un qui va pouvoir m'aider, etc. C'est bien aussi d'admettre ses limites et de se dire qu'on peut pas tout apprendre à la fois, et qu'il y a quand même des possibilités d'aller chercher des gens pour être accompagné. Mais les compétences, ouais, elles arrivent quand même au fur et à mesure du temps, et tu fais forcément des erreurs au départ aussi, il y a des choses que tu connais pas, tu passes à côté de certains trucs. C'est bien d'écouter, d'échanger avec les autres, il y a beaucoup de formations aussi maintenant autour de ça. Donc le plus important, c'est de pas rester dans sa bulle. C'est bien de vouloir faire des choses seul, mais il faut un maximum essayer d'aller en parler, échanger avec d'autres artistes, avec des pros, et sans être 100% comment dire, sensible à ce que les autres vont dire, parce qu'il y a aussi, faut savoir prendre le bon et pas forcément garder le mauvais dans tout ça, mais c'est bien d'aller chercher un peu des avis, et de côtoyer du monde qui est du métier, quoi. Ça, c'est important aussi, sans être seul à 100%, quoi. Et est-ce que justement pour vous c'est facile de s'entourer, de côtoyer du monde dans le métier quand on n'est pas situé à Paris, là où du coup la plupart des gens du métier sont installés? Nous, on a fait la démarche de venir à Paris quelque temps, et on est depuis quelques années déjà, depuis la période du Covid, revenu dans notre région d'origine à Lyon. Donc on a eu cette double démarche de partir à Paris, de revenir chez nous, parce que les choses ont quand même beaucoup changé ces dernières années. Paris, il y a effectivement une espèce de bouillonnement et tout ça, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font à distance, il y a beaucoup de choses qui se passent en province, il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement aussi dans les salles de province, donc c'est pas une obligation, je pense, d'être à Paris. Si l'artiste a envie de le faire, oui, c'est bien, ça peut être un tremplin, ou ça peut booster une motivation, mais je suis pas sûre que ce soit une obligation. Vraiment, aujourd'hui, je pense pas, en fait. Je sais pas, c'est. Tu peux toujours avoir le doute et te dire tiens, est-ce que ça aurait mieux marché, ou est-ce que j'aurais fait plus de trucs si j'étais à Paris. Nous, c'est vrai que l'expérience, on l'a vécue. Ça nous a apporté des choses, mais après Paris, ça reste à 2 heures de chez nous, c'est pas non plus l'autre bout du monde. Donc quand on a besoin d'y aller pour voir quelqu'un, faire un rendez-vous, aller voir un concert spécifique, etc., on peut toujours le faire. Ça coûte évidemment un tout petit peu plus cher parce qu'il faut prendre le TGV, mais au final, en habitant là-bas, on s'est rendu compte aussi que on n'était pas parisien, tu vois, dans le sens, on n'avait pas ce mode de vie-là de sortir très régulièrement, etc. Nous, on bûche énormément, et on bosse beaucoup, et du coup, c'est vrai qu'on a parfois tendance un peu à s'enfermer dans notre studio, à faire des trucs et tout. Donc voilà, et je voulais revenir sur ce que tu disais juste avant, sur le côté est-ce qu'il faut tout faire tout seul. Et tu vois, il y a un truc, c'est vrai, dont on parle peu, mais qui commence un peu à émerger. Maintenant, certains artistes en parlent, notamment les artistes indépendants. Il y a la notion du burn-out quand même, qui est jamais très loin. Et elle est importante à évoquer, parce que, alors oui, ok, on n'est pas en train de sauver le monde, et on fait pas un boulot qu'on a bien vu qui était pas essentiel. Quoique, mais ça, il y a aucun doute là-dessus. On n'est pas médecin, et on n'est pas infirmier, on n'est pas tout ça. Mais par contre, il y a quand même un vrai truc, c'est qu'il y a entre ce que demande la pression qu'exerce, on va dire, la société actuelle sur ce que doit être un artiste, comment il doit se représenter, parler sur les réseaux, parler de lui, machin, etc. Et puis plus tous les à côté, effectivement, on en parle souvent avec des amis musiciens, hein. Il y a souvent ce truc de
burn-out qui peut pointer le bout de son nez. En tout cas, chez nous, il l'a déjà pointé au moins 2 fois au cours des 10 dernières années, quoi. Parce que, bah voilà, quand tu fais tout seul, à un moment donné, tu peux pas, tu restes un être humain, donc tu peux pas, il y a des trucs que tu peux pas forcément digérer, et en plus de ça, il faut que tu digères ta musique, et en plus de ça, il faut que tu digères la critique, il faut que tu digères la réception de ton œuvre par le public, ça c'est une chose, mais aussi par les professionnels du métier qui sont pas toujours des gens extrêmement bienveillants. Alors on leur demande pas de l'être, c'est pas leur rôle, mais parfois tu as aussi l'impression qu'il y en a qui prennent un certain plaisir à te dézinguer pour te dézinguer, quoi, tu vois. Et ça c'est vraiment un truc, moi je tiens à le dire, parce que c'est quelque chose, si on parlait tout à l'heure tu disais les choses qui ont été bonnes et mauvaises dans le parcours, et ça nous on l'a ressenti, mais plein de gens le ressentent. C'est-à-dire que tu peux avoir des échanges extraordinaires avec des programmateurs de festivals, on en a régulièrement, la preuve c'est qu'on joue sur des festivals extraordinaires, et tu peux avoir des échanges absolument exécrables avec des boss de labels ou des programmateurs de radio ou machin. C'est pour ça qu'à un moment donné, je dis tout ça pour dire, effectivement, Sophie disait, il faut arriver à s'entourer pour aussi pouvoir se préserver de ça. C'est-à-dire, à un moment donné, laisser à des gens qui ont l'habitude le soin de recevoir les mauvais retours, et peut-être de te les restituer à toi d'une autre façon pour que tu puisses progresser, évoluer, mais pas forcément te le prendre en pleine gueule, parce que voilà, c'est pas la question, hein, on n'est pas des petites natures, mais c'est que si tu ajoutes ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, forcément, tu craques, et voilà. Je pense que c'est un peu le problème à une échelle un peu plus large, l'échelle de l'indépendance, tu vois, même dans d'autres corps de métier, quoi. Quand tu travailles pour toi, arriver à trouver une limite aussi entre ta vie pro et perso, arriver à bien doser les moments où tu bosses pas, c'est important, et c'est pas toujours évident. Et tu vois, quand tu as un petit peu un métier passion comme ça, tu te fais vite déborder, et tu sais plus trop où est le curseur entre je me fais plaisir, je joue de la musique, c'est super, et je suis en train de bosser, et peut-être que je suis en train d'en faire un peu trop parce que je fais plus rien d'autre, et je vois plus personne, et je me repose pas, et je fais pas de sport, et je mange mal, voilà. Et il y a des phases comme ça où des fois t'es dans un espèce de tunnel et tu t'en rends même pas compte toi-même, parce que t'es absorbé par le truc, et il n'y a pas vraiment non plus de personnes extérieures qui peuvent venir te ramener. Pour nous deux, non, il n'y en a pas, parce que en l'occurrence, c'est nous deux. Donc on s'est entretenu et entraidé, et entretenu dans les bons comme dans les bonnes comme dans les mauvaises phases. Heureusement, il y en a toujours eu un sur les deux qui, quand il y avait un down, était un peu moins down que l'autre. Oui, c'est la chance qu'on a. Donc il retirait l'autre vers le haut, et inversement, quand c'était up, il y en avait un qui était encore plus up, et qui permettait d'avoir un enthousiasme exacerbé. Mais heureusement, on a cette chance-là d'être deux. Mais il y a des gars et des nanas qui font leur projet tout seuls, qui sont absolument tout seuls tout le temps, et qui doivent digérer ça tout seuls, quoi. Encore une fois, hein, je dis ça, il n'y a rien de grave dans tout ça, hein, c'est pas... Ça reste ça une reste activité une chance, formidable, hein. Et ouais, on est hyper chanceux de faire ça, hein, c'est sûr. Voilà, on a un petit peu plombé l'ambiance, mais en réalité, on est des gens équilibrés, heureux. Mais comme tu as l'air épanouis. de vouloir parler de choses qui sortent un peu du cadre habituel, effectivement, des interviews, et ce que je trouve très très cool, profitons-en pour se dire aussi ces choses-là qui est une dimension importante, je trouve, du métier d'artiste indépendant. Oui, je trouve que c'est très important de le dire, effectivement, et aussi d'inclure ce risque de burn-out. Enfin, moi, je le vois, par exemple, je suis intermittente aussi, et souvent, on a l'idée de « les intermittents, vous bossez quand vous voulez ». Au final, on bosse tellement plus que les gens qui ont un contrat, parce qu'eux, ils sont obligés de prendre des congés. Ils en ont un certain nombre par an. Nous, on a du mal à refuser un contrat, en fait, ou juste, il y a du travail qu'on fait en dehors, parce qu'on travaille pour nos projets, en fait. Et je trouve qu'au final, il y a une notion qui est très biaisée de ce qu'est l'intermittence, et de ce qui est en fait, les périodes de soi-disant repos en intermittence, qui en fait n'existent pas vraiment. Où tu démarches aussi, où tu es obligé de chercher d'autres contrats, où tu te formes aussi pour avoir des nouvelles compétences, pour pouvoir répondre à d'autres demandes, etc. Oui, évidemment, c'est
c'est un perpétuel recommencement, et en plus la sécurité n'existe jamais. Quand t'es intermittent un peu plus, mais oui, mais ça reste quand même mais t'as court, quand même quoi, ce truc, ça reste court. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que tu vois, même dans les amis, on parlait tout à l'heure des parents, mais même parmi nos amis, il y a des gens qui n'ont pas toujours parfois compris ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait, pourquoi on y mettait autant d'énergie. On a même eu parfois un ami un jour qui nous a dit, mais vous, on sait pas très bien ce que vous faites de vos journées. C'était un pote, hein, tu vois, et du coup, tu te dis, mais en fait, est-ce que moi, je te demande ce que tu fais de ta journée, tu vois? Toi, tu te lèves, tu commences ta journée à 8h, tu la finis à 18, mais je vais pas douter du fait que tu travailles, tu vois, sous prétexte que tu as des horaires de bureau, que tu as un endroit où tu vas travailler, etc., etc. Oui, un employeur et tout ça. Ouais, mais c'est à l'image, c'est malheureusement à l'image de la société actuelle, en tout cas en France, et c'est malheureusement à l'image de ce manque de bienveillance un peu généralisé, etc. On n'est pas des bisounours, encore une fois, on n'est pas là pour dire tout le monde s'aime, on s'embrasse. Et voilà, mais par contre, c'est vrai que les gens, les humains deviennent de moins en moins bienveillants les uns avec les autres, et ça c'est inquiétant, je trouve. C'est un jugement perpétuel. Ouais. Oui, je trouve que s'il n'y a pas... comme on se fait un peu manger par les algorithmes aussi, on n'a pas forcément accès à beaucoup d'informations. Je pense que typiquement, c'est des métiers qui sont connus par les gens qui s'y intéressent, mais où on a moins accès qu'avant à juste des émissions sur des métiers, parce qu'aujourd'hui, sur Internet, tout le monde consomme ce qu'il veut aussi. Donc il y a beaucoup d'ignorance aussi juste autour de ces métiers-là. Oui, c'est sûr. Après, je peux comprendre que ça puisse être un peu nébuleux ce que fait un artiste au quotidien. Pour quelqu'un qui cherche pas à s'intéresser plus que ça, voilà, tu penses qu'une fois que tu maîtrises un instrument, tu joues un peu, tu composes une chanson, etc. Mais voilà, c'est dommage de ne pas avoir un petit peu plus de curiosité et de se dire comment ça se passe le process d'un enregistrement, comment on s'y prend, comment ça se passe dans un studio, il y a les différentes phases. Voilà, d'enregistrement, de mixage, de mastering, de façonnage tout ce que tu vas mettre autour du visuel et tout ça. Voilà. S'intéresser un petit peu à toute la chaîne avant qu'une chanson finalement arrive sur une plateforme d'écoute que tu vas consommer 3 minutes et éventuellement mettre dans une playlist ou jamais réécouter de ta vie. Voilà, c'est bien d'être curieux de tout ça et de se dire quel est le process en fait. Mais c'est la même chose pour beaucoup de métiers. Enfin voilà, je veux dire, typiquement, on parlait tout à l'heure des médecins, des infirmiers, etc. Tu vois, on sait les problèmes qu'il peut y avoir dans les services d'urgence, par exemple, parce qu'on connaît pas vraiment le fonctionnement, on sait pas les difficultés auxquelles ces gens-là peuvent être confrontés dans leur travail. Et puis on l'a bien vu malheureusement pendant la crise sanitaire. Enfin voilà quoi, il y a des manquements. Enfin il y a des choses, il y a beaucoup de choses à régler. Mais donc je pense que c'est un peu dans tous les métiers. C'est quand quelqu'un te dit je fais ça dans la vie, tu vas pas forcément avoir conscience de la difficulté, des difficultés qu'il peut rencontrer, de pourquoi il peut être bien ou pas bien dans son travail, aimer ce qu'il fait ou pas, etc. Enfin, c'est encore une fois, il y a des métiers beaucoup plus difficiles que d'être artiste. On est bien d'accord là-dessus. Et puis en plus, enfin voilà, quand t'es artiste, tu fais les choses effectivement pour les partager avec les gens, mais c'est à la base c'est une passion, c'est quelque chose qui est dans les entrailles, quoi, tu vois. Oui. Donc, on a quand même la chance d'exercer un métier où le verbe qu'on utilise, c'est quand même jouer, quoi. Il n'y a pas grand monde, à part les comédiens, les sportifs, les musiciens, pas grand monde qui au quotidien joue. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue aussi. C'est vrai que j'avais jamais réfléchi justement au terme jouer, mais oui, effectivement, on montre le côté métier passion, en fait. Ouais. Hein. Ouais, côté après, ludique, en fait. Ouais. Côté ludique, quoi, tu vois, c'est effectivement, ça prend tout son sens à plein de moments, quoi. Alors, sur un tournage de clip,
quand t'as passé ta journée à jouer un rôle, effectivement, tu t'as joué, tu t'es amusé, quoi, tu vois. Donc, mais c'est que pour ces 10%, 15% d'amusement que sont les concerts, les tournages de clips, les choses finalement pour lesquelles, même les interviews, nous on adore les interviews, tu vois. Et finalement, toutes ces choses pour lesquelles on a choisi de faire ce métier, pour ça, il y a énormément autour de difficultés et de travail, de sacrifices, de temps aussi. La temporalité, elle est assez particulière. Tu t'enregistres un album, tu le sors pas la semaine après ta session de studio, quoi. Ça prend énormément de temps avant de pouvoir le faire distribuer, de trouver les partenaires avec qui le faire, de trouver les attachés de presse avec qui faire ta promo, de trouver les bonnes dates aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, donc il faut tomber au bon moment, de faire un clip sur un des singles que tu dois préparer avant aussi. Ça se fait en sous-marin un petit peu, et ça prend énormément de temps, et des fois on dit mais vous faites quoi vous avez fini votre titre, ça fait un moment que vous avez fini le studio. Bah ouais, mais il y a tout le reste à préparer avant que ça sorte. Et là, on est soulagé de se dire, ça sort en octobre, enfin septembre-octobre, mais c'est des chansons qu'on a terminées il y a déjà peut-être 5-6 mois, quoi. Oui, enfin terminé non, parce qu'on s'est toujours laissé jusqu'à la fin la possibilité de faire des petites retouches ou des trucs si on avait envie. Mais effectivement, oui, comme dit Sophie, il y a un décalage, quoi, entre... parce que nous, par exemple, aujourd'hui, on prépare les concerts, mais en termes de composition, d'arrangement, de prod, on est déjà sur la phase d'après, quoi, tu vois, on réfléchit déjà à la suite. Donc il y a ce truc vraiment, effectivement, ce décalage. Et puis, qui dit décalage dit frustration, tu vois, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose dans lequel tu as mis absolument toute ton énergie et tu te dis, on va le sortir. Ah non, on va pas le sortir maintenant, il faut qu'on attende parce que voilà, il faut qu'il se passe ça, et puis il faut qu'il se passe ça, etc. etc. Et puis parfois, comme tu disais au début, quand on se parlait un peu en off tout à l'heure, parfois il y a des ratages, quoi. Parce que tu as trop attendu, ou parce que t'es pas arrivé au bon moment. Enfin voilà, quoi. C'est cette question du timing, elle est tellement importante, à la fois importante et énergivore, quoi. Ça demande énormément de ressources d'être patient, en fait. C'est fou, hein, mais arriver à attendre, des fois, c'est super difficile, en fait, de lutter contre ça. Ma chanson, je veux qu'elle sorte, quoi. Limite, t'as envie. Du coup, c'est un podcast de psychologie, on est d'accord. Hein, c'est pas. En vrai, c'est un peu. Je l'ai mis dans la catégorie développement personnel. Bonne idée. Excellente idée. Justement, je vous demanderai tout à l'heure, dans le cadre de votre EP, de nous raconter un peu les différentes étapes. Mais avant, à pouvoir reprendre un peu sur votre parcours, justement, à quel moment vous vous êtes dit, en fait, quel âge ou quel moment, je ne sais pas si vous avez eu un déclic ou quoi, mais de vous dire, en fait, quoi qu'il en coûte, ce sera ça mon métier, j'ai envie d'essayer d'être artiste. Je pense que déjà, il y a la rencontre entre Chris et moi qui a vachement joué là-dedans. Ah bon ? Oui. Parce que moi, j'ai toujours eu envie de faire ça au fond de moi. À partir du moment où j'ai commencé la musique, ça me faisait rêver de faire ce métier, de monter sur scène, d'écrire des chansons et tout ça. Mais je pense que j'aurais pas forcément été au bout de la démarche et j'aurais pas forcément poursuivi. J'y serais pas encore aujourd'hui, en fait, si j'avais pas rencontré Chris, finalement, qui était un peu... Un fou. C'est pas ce que j'allais dire, mais un peu aussi. Qui avait la même envie et la même motivation, en fait. Du coup, c'était un peu mon jumeau maléfique, tu vois. Et mon miroir. Précis, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de pouvoir constamment se challenger, se motiver, se remonter le moral, s'enthousiasmer ensemble et tout ça, je pense que ça a vachement contribué au fait que je poursuive dans cette voie-là et que j'y sois encore aujourd'hui. Seule, je sais pas si j'aurais eu la force de continuer. Ouais, tu doutes un peu de ça. C'est beau d'avouer un truc comme ça. Bah, franchement, c'est vrai, non
C'est touchant. Bah écoute. Non, mais moi je crois que tu te trompes, tu l'aurais eu, l'énergie, quoi qu'il arrive. Ouais, toi, t'aurais fait ça sans moi, quoi. Non, non, mais c'est vrai. En fait, ce que dit Sophie est entièrement vrai et moi je dois bien l'avouer aussi, quoi. C'est-à-dire que je suis pas certain que j'aurais effectivement consacré autant d'énergie au truc. Et puis tu sais, il y a un truc de quand t'es deux, tu cherches à impressionner l'autre. C'est bête, mais et du coup dans tout ce qu'on fait, bah quand tu fais ton texte, tu te dis tu le fais pour toi évidemment, tu le fais pour parler de choses qui te touchent, mais la première personne qui va le recevoir, bah, c'est Sophie, en tout cas en ce qui me concerne. Et du coup, il y a un côté, je voudrais bien qu'elle prenne une claque, entre guillemets, en lisant cette phrase, quoi, tu vois. Et comme elle, quand elle compose une chanson, elle se dit certainement, je voudrais bien que la mélodie le touche, quoi, tu vois. Et c'est dans tout, quoi. Après, tu te lances des genres de défis, on va dire, quoi. Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un challenge. Et c'est ça qui est l'intérêt d'être deux. Oui, parce qu'on est aussi complémentaires. Moi, je suis pas forcément douée pour écrire des paroles. Et à partir du moment où Chris il a commencé à poser des mots sur mes musiques, que j'ai senti que c'est ce que j'aurais peut-être aimé dire, mais que j'en avais pas du tout l'habileté, je me suis complètement laissée porter là-dessus et j'ai plutôt développé mes compétences à moi. Et l'inverse est vrai aussi. Tu t'es beaucoup reposé sur moi pour l'aspect musical. C'est pas vrai, non. Mais ça permet d'être complémentaire et de s'assembler aussi. Et du coup, je voulais dire un truc, mais je sais plus. Bah, ça m'est sorti de la tête, mais ça me reviendra par rapport à. T'étais sûr à quel moment, la question initiale, si ça peut te faire revenir, c'était à quel moment du coup tu t'es dit que ce serait ça ton métier? Bah, moi, ça a été assez précis le moment, mais c'est un peu trop personnel pour en parler là. Mais il y a eu un événement dans ma vie qui a fait que je me suis dit, ok, maintenant. Le reste ne compte plus et il n'y a que ça qui va compter. Enfin, ça va compter en priorité. C'est un peu ça, hein, le déclencheur de mon côté. On se connaissait déjà, pour le coup. C'est vrai. Jusque-là, c'était effectivement de la vie de groupe, du travail en groupe avec des musiciens et tout. Mais c'était vraiment la répète du dimanche, enfin, de temps en temps, les soirs de semaine. Il n'y avait pas une grosse implication. Et puis moi, voilà, il y a eu un déclic à un moment donné. Ouais, il s'est passé un truc. J'ai perdu un proche et je me suis dit, mais en fait, c'est ça la vie, quoi. Donc du coup, bah, si c'est ça, bah, je vais faire le truc que j'ai envie de faire, en fait, quoi. Parce que j'ai pas envie de regretter une seule seconde. Voilà. Et c'est ça qui m'a. On ressent beaucoup en plus dans votre musique le fait que ça vous répare sur plein de sujets, j'ai l'impression. Vous mettez beaucoup en musique vos émotions. Ouais, c'est ça qui est chouette dans le fait de pouvoir écrire, alors à travers la musique, en tout cas les notes, c'est peut-être moins palpable et moins perceptible, mais oui, moi, à l'étape de composition, je charge déjà beaucoup en émotion, à ma façon. Et après, c'est effectivement le passage aux mots qui va vraiment rendre les choses peut-être un peu plus précises et plus claires. Mais dès l'étape de composition, pour moi, il y a quand même un gros engagement émotionnel et personnel, quoi. Et c'est marrant parce que cet engagement personnel et émotionnel, non, c'était ça que tu as dit? Oui. Le truc en L. Tu l'as dit dans le sens inverse, mais du coup, voilà, c'est ça aussi qui fait qu'on travaille ensemble, enfin, qu'on fait de la musique ensemble, c'est que moi, je l'ai perçu, tu vois, sur l'aspect musical, ça m'a parlé quand Sophie m'envoyait des maquettes. Au départ, on était dans un groupe où on était plusieurs et tout, puis à un moment donné, elle n'avait pas vraiment droit de citer. Enfin, tu vois, c'était un peu bizarre comme ambiance parce qu'elle était arrivée en dernier, machin et tout. Et moi, j'étais pas hyper à l'aise avec ça. Et puis un jour, voilà, je lui ai dit, mais vas-y, toi, t'as des chansons et tout.
Et le truc s'est fait comme ça, en fait, quoi. Le rapprochement entre nous, finalement, s'est fait comme ça. C'est que voilà, on était dans un groupe où il était décidé que la personne qui composait, c'était un tel, celui qui écrivait, c'était un tel, les autres étaient que des musiciens. Et moi, je sentais que Sophie, elle avait ce truc de faire des chansons, quoi, et des belles chansons, quoi. Et du coup, c'est comme ça, finalement, que la bifurcation s'est faite. Et ça a énervé tout le monde, et puis, bah, voilà, l'aventure. Du coup, il restait plus que nous. Du coup, il restait plus que nous. Et on a poursuivi cette aventure de groupe tous les deux avec d'autres gens, des nouvelles personnes, de fil en aiguille. Enfin voilà, les années après sont passées, effectivement. Et il y a eu des musiciens avec qui on a fait de très belles choses dans les groupes précédents. Mais toujours en se disant, le noyau, ça va rester celui-ci, quoi. Tu vois, jusqu'à ce que finalement. Il reste plus que le noyau, quoi. C'est-à-dire dans Vilain Cœur, on s'est dit on va miser sur ces deux énergies-là et voir ce qu'on arrive à en tirer en faisant plus aucune concession, plus un seul compromis. On n'en fait pas, enfin tu vois, on fait pas de compromis entre nous, jamais, quoi. Alors parfois ça donne lieu à des guerres de tranchées de plusieurs jours, hein. Je veux dire, on est chacun dans un camp et on se tire dessus, on se jette des pierres et tout ça. Mais après, on finit par faire la paix et tomber d'accord. Ça serait bien d'ailleurs que ce soit un peu plus comme ça dans le monde actuel, mais voilà. Et tout ça pour dire que entre guillemets ce truc de jumeaux maléfiques, on l'a senti il y a longtemps, tu vois, il y a très longtemps, quoi. Et donc maintenant, le but, c'est d'essayer de le maintenir le plus longtemps possible, quoi. Oui, au final, en fait, vous n'avez pas pris la décision réellement un jour de faire un duo, ça a évolué de manière à ce que ça le devienne, au final. Ouais, c'est ça. Bah si, la décision, on l'a prise en 2018, quand l'aventure précédente s'est arrêtée. Ah oui, de n'être plus que deux, mais finalement, la complémentarité, elle s'est faite naturellement, elle était là même s'il y avait d'autres gens qui évoluaient avec nous dans les groupes qu'on a pu avoir. Tu vois, il y a eu une forme d'évidence sur le fait qu'on avait chacun des compétences qui s'assemblaient, quoi. C'est juste qu'à un moment donné, on a pris cette décision de se dire, ok, on sera plus que deux et on va faire les choses à deux et on va voir si ça fonctionne à deux, et aussi bah, du coup de recommencer à zéro quelque part, parce que c'était plus le même projet. On s'est vite rendu compte que c'était plus le même projet, justement, le fait qu'on soit plus que tous les deux, ça pouvait plus s'appeler porter le nom que portait l'ancien projet. C'était plus la même chose. Il fallait que ce soit quelque chose de nouveau, quoi. Et aussi pour nous donner un souffle. Ouais, ce que j'allais dire, pour nous donner une fraîcheur aussi, on avait besoin et envie que ce soit autre chose, quoi. Changer de logo, de nom, d'univers visuel, tout ça nous a fait du bien de se dire, allez, quitte à changer de projet, à n'être plus que deux, changeons tout, quoi. Des fois, il faut savoir faire table rase. C'est un peu difficile, mais déconstruire pour mieux reconstruire, comme on dit. Et ça a été le processus. Enfin, c'est ce qu'on a fait avec Vilain Cœur, quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement un peu l'aventure Vilain Cœur pour ceux qui ne vous connaissent pas? Parce qu'il y a déjà eu un EP, des tournées, des concerts. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement ces dernières années et comment vous en êtes arrivé justement étape par étape à cet EP dont on va parler maintenant? Ouais, carrément. Bah, écoute, comme on disait, on a eu donc des groupes précédemment un peu plus axés rock, avec des musiciens, batteurs, bassistes, etc. Ça a duré jusqu'en 2016, 2017. Où là on s'est dit, bah, à force de voir les gens partir et puis revenir, enfin voilà, quand tu es dans un projet en développement, si c'est pas ton propre projet, c'est très difficile de se mobiliser. Donc nous, c'était notre projet, donc on n'avait pas de mal à se mobiliser dessus, mais on peut pas en vouloir aux gens qui venaient s'y greffer de pas forcément y rester des années non plus, tu vois. C'est un peu le vieux mythe du groupe qui se rencontre au lycée, quoi. C'est-à-dire ça peut marcher. La soudure se fait tout de suite et elle peut se faire pendant très longtemps. Mais quand c'est un projet qui évolue au fil du temps, sur lequel viennent se rattacher d'autres personnes,
c'est pas forcément un truc qui peut durer dans le temps parce que ça demande beaucoup d'investissement personnel, etc. Donc tout ça pour dire que au départ du dernier batteur, on s'est dit maintenant stop, ça suffit. Effectivement, on va faire un projet où on n'est que tous les deux parce qu'on sait que toi et moi on partira jamais. Tu vois, on restera soudés puisqu'on pouvait comme compter sur ce fameux ciment qu'on a construit au fil des années, quoi. Et du coup, bah, on s'est dit, ok, mais donc c'est un nouveau projet, il faut qu'on recommence à zéro, et il faut qu'on trouve un nom. Et puis sous quelle forme aussi, parce Ouais. que si t'as plus de musicien, à quoi ressemblent tes chansons. Donc il y a eu cette volonté de vraiment... on avait un petit peu intégré de l'électronique dans les derniers albums qu'on avait pu faire, enfin les dernières chansons qu'on avait pu faire avec le groupe purement rock, mais on s'est dit l'électro ça va être un peu la solution pour pouvoir jouer à deux sur scène, voilà, s'accompagner de machines, mettre le nez dans tout ça, apprendre comment ça fonctionne, etc. Donc ouais, n'être plus que deux, c'était aussi changer un petit peu l'esthétique de ce qu'on allait faire. Mais c'était aussi se recentrer du coup plus sur le propos. Et ça, c'était un avantage entre guillemets pour moi. C'est-à-dire que le fait de se tourner plus vers un registre chanson allait me permettre à moi d'avoir plus de liberté sur le texte, de beaucoup plus mettre en avant le texte. Et ça, c'était un... Tu vois, c'est comme si en fait, voilà, le fait de faire ce projet, ça nous avait permis à Sophie et à moi, chacun, de faire ressortir ce qu'on aimait le plus dans le fait de faire de la musique, quoi. C'est-à-dire, bah, moi j'adore écrire. Effectivement, c'est toujours à peu près toujours moi qui ai écrit dans les projets précédents, mais mes textes parfois ils étaient un peu noyés par trop de ci ou trop de ça. Ils étaient un peu accessoires, tu vois. Je chantais plus que je n'étais auteur, parolier, raconteur d'histoire. Et là, aujourd'hui, c'est différent. Pour moi, aujourd'hui, je chante évidemment, mais je raconte avant tout les choses. J'ai la place pour raconter les choses, quoi, tu vois. Et j'ai l'espace. Et Sophie, je pense que c'est le même principe, quoi. Moi, je me suis beaucoup affranchie du rôle de guitariste, en fait, parce que dans un groupe de rock, il faut absolument qu'il y ait une guitare, il faut que ça envoie, il faut qu'il y ait des riffs et tout ça. Ce que j'adore, évidemment, et que je continue à faire quand j'en ai l'envie et que la chanson le demande. Mais je me suis beaucoup plus mise au service de la musique et de la chanson, à me dire, bah ouais, tel arrangement, ça sert beaucoup plus le propos, ça souligne plus la voix, il y a plus d'émotion, il y a plus de profondeur, donc tant pis, ça sera un clavier et on va faire une petite guitare acoustique plutôt qu'une électrique et voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus amusant d'aller chercher un peu partout que de se contraindre à un instrument que j'adore et que je maîtrise, mais qui finalement n'est pas obligatoire à chaque fois, quoi. Et faire des petites guitares un peu ambiantes. J'ai plus aucun scrupule à faire une partie de guitare sur une corde qui va répéter limite la même note pendant tout un couplet avec des effets ou des delays, des choses comme ça qui vont avoir plus un côté ambiant. Voilà. Alors que plus jeune et dans les précédents projets, ça aurait été compliqué. Je me souviens que ça. Ouais, en fait, Vilain Cœur, il nous a réconciliés aussi avec la simplicité, tu vois. C'est-à-dire avec, au fond, ce qu'on est, on nous a reconnectés en direct avec nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que t'enlèves tous ces trucs tu sais, les trucs de musicien, quoi. Je suis musicien, donc il faut que ma chanson, elle soit pas trop simple, parce que si elle est trop simple, faut de la technique, il faut de la technique, et quand j'écris un texte, il faut utiliser des mots, voilà, il faut, non, stop, quoi. À un moment donné, j'écris un texte, j'écris avec les mots simples, que ce soit compréhensible, et j'ai envie de faire quelque chose de poétique, je fais quelque chose de poétique. Mais moi, j'ai écrit des textes par le passé, même en les relisant aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Tu te comprends pas, je me comprends toi-même. plus moi-même, quoi, tu vois. Je me dis, mais donc du coup, ça nous a allégé de tout ça, en fait. Ça nous a allégé de. Encore une fois, on revient à l'histoire de pression entre guillemets de l'environnement autour, quoi. C'est-à-dire que tu joues plus en groupe. Donc, t'as plus cette obligation d'essayer, d'impressionner ou de...
enfin, on s'impressionne avec des choses sincères et franches et qui viennent des tripes et voilà quoi. Et si ça n'impressionne pas, si ça ne fonctionne pas entre nous déjà, ça veut dire que ça vient pas du fond quoi. Tu vois, ça veut dire que c'est un truc fabriqué. Et voilà, c'est ça le truc, c'est que Vilain Cœur nous a permis, je crois, d'arrêter de fabriquer des choses, mais plus de se reconnecter à notre cœur quoi, pour le coup. Tu vois, c'est vraiment, c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'appeler ce projet comme ça. C'est que pour nous, Vilain Cœur, ça reflète toute l'antinomie, l'ambivalence qu'il peut y avoir dans l'être humain, les bons, les mauvais côtés. Moi, je donne souvent cet exemple anatomique qui me fait rire, mais dans un cœur, il y a 2 ventricules. Il y en a un qui fait le sale boulot et l'autre qui oxygène le sang. Enfin, il y en a un qui récupère le mauvais sang et l'autre qui relance le bon sang dans le système, tu vois. Donc, même à l'intérieur de nous, il y a ce truc qui nous fait vivre jusqu'au bout, qui est quand même divisé en 2 parties, avec une partie bien et une partie pas bien. Enfin, et les 2 servent. Si t'en enlèves une, eh ben, ça marche pas, quoi. Et tu vois, et ça, je trouve que ce truc-là du yin, du yang et de l'ambivalence, il est hyper important. C'est pour ça que moi je disais tout à l'heure, on n'est pas des bisounours dans le sens où on est, enfin. Quand on dit on aimerait bien que les humains soient un peu plus bienveillants et tout, mais on essaie de se l'appliquer à nous-mêmes. Hein. Nous aussi, ça nous arrive d'être colériques, nous aussi, ça nous arrive de pas être content, d'être jaloux, d'être frustré, d'avoir des sentiments d'être humain. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce que t'en fais derrière, en fait, quoi. Oui, puis je pense qu'en plus, ce serait juste hypocrite de nier le fait qu'on a tous ces émotions-là. Bien sûr. Après, c'est essayer qu'est-ce qu'on essaie justement de mettre en avant et quelles valeurs on porte, en fait. Je sais pas si on vous a déjà fait ce rapprochement, mais j'ai vu un showcase récemment de Dionysos, et c'est un style de musique qui, je trouve, peut se rapprocher un peu de ce que vous faites, parce que justement, ils ont cette notion déjà de s'amuser beaucoup ensemble, mais de mettre en avant le texte, et justement, en fait, de mettre en avant ce que eux veulent raconter sans visiblement trop se mettre de pression sur qu'est-ce qu'on va en penser. J'ai l'impression que vous mettez justement vous aussi au centre cet amusement, et vous deux, en se disant si on s'amuse, ça va forcément trouver quelqu'un à qui ça parle. Mais t'as tellement raison. Enfin, c'est de pas être avec le regard de l'autre, quoi. Tu vois. Évidemment que l'avis, les avis extérieurs, on en a toujours pris compte, etc. Parce que c'est ce qui te permet aussi de progresser, de faire attention à pas aller dans la mauvaise direction. Mais si ça nous parle pas directement, ce qu'on avait tendance peut-être à moins faire avant, tu vois, au tout début quand tu montes un groupe et tout, tu te dis faut qu'on fasse ce son comme ça parce qu'un tel il fait ça, faut qu'on joue à tel endroit parce que machin il y joue, etc. Enfin, mais ça va de pair avec le fait de prendre de l'âge aussi, hein, c'est bête à dire, mais enfin voilà, tu vieillis, tu mûris. Ouais, c'est la sincérité en fait, tout simplement en fait. Être sincère et honnête avec soi-même en fait, dans ce que tu fais, quelle que soit ton activité. Et voilà, à un moment donné, il faut arriver à se dire, tu te poses et tu te dis, est-ce que ce que je fais là, ça a du sens pour moi, est-ce que c'est fidèle à mes valeurs, etc. Et à partir de là, si ça coche toutes les cases, c'est que t'es dans le vrai. Donc ça trouvera forcément résonance chez les autres. Et aussi, tu vois, de la même manière que ce qui nous a toujours... la raison pour laquelle on a toujours eu la foi dans notre projet, malgré les hauts et les bas, et il y a eu beaucoup de bas quand même, la raison pour laquelle on a toujours gardé la foi, c'est ce truc-là, c'est ce truc de se dire, tant qu'on est, comment dire, tant que ça évolue, que ça continue d'avancer, que ce soit un tout petit poil de cheveux, un tout petit poil d'avancement ou un pas énorme, tant que ça continue un tout petit peu, faut qu'on garde la foi. Et je pense que c'est important parce que si à un moment donné t'as plus la foi dans le truc, il faut pas continuer. Il faut surtout pas faire les choses. Dans la contrainte. Dans la contrainte et pour plaire à qui que ce soit, quoi. Tu vois, c'est avant tout. Nous, on n'est pas très bons pour ça. Par exemple, on n'est pas des gens, quand on arrive, tu sais, on va souvent dans des salons professionnels ou dans des trucs, dans des événements. Et
Tu vois, il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui disent ouais, moi j'ai un projet, alors je fais ça. Et nous, on a beaucoup de mal avec ça. On est nuls là-dessus. On est très nuls. On sait pas enfin, c'est pas qu'on sait pas se vendre, c'est qu'on n'aime pas faire ça. Moi, je déteste arriver dans une conversation et donc souvent j'attends qu'on me demande, tu vois, plutôt, et toi, qu'est-ce que tu fais? On déteste se servir. Enfin, comme là, tu vois, on a fait ce feat, on va pas le balancer à toutes les sauces, quoi. Tu vois, pour nous, c'est le geste artistique qui est hyper important. Évidemment que si ça nous apporte un peu de visibilité, on va pas cracher dessus. C'est aussi, ça fait partie des choses, des buts. Mais le but premier, c'était surtout de créer un geste, créer quelque chose d'artistique. Mais tu vois, c'est pas un truc qu'on va balancer comme ça dans une conversation en premier lieu, quoi. Enfin, tu vois, c'est le côté. On ne fait pas les choses pour le regard de l'autre, on fait vraiment les choses pour nous. Et de toute façon, si on faisait les choses pour le regard de l'autre, comme on disait tout à l'heure, ça ferait longtemps qu'on aurait fait autre chose. Parce qu'à force d'entendre, mais vous faites quoi, vous c'est quoi vos journées? Parce que franchement, souvent, on n'a pas. Enfin, tu vois, Qu'est-ce que la réussite pour un artiste? Ouais, il y a ça aussi. C'est une grande question. Vous avez 2 heures. Tu sais que c'est une question que je pose souvent dans le podcast. Dire quand est-ce que tu considères que tu as réussi? Et en fait, je sais pas si on a vraiment une réponse à ça. Non, mais la réussite, pour moi, c'est un truc à partir du moment, comme on disait tout à l'heure, où il se passe des choses. S'il se passe plus rien, c'est que il se passe plus rien et il faut se poser des questions, quoi, tu vois. S'il se passe plus rien, c'est là qu'il faut se poser des questions. Mais à partir du moment où ça avance, c'est déjà une réussite en soi de faire avancer les choses, comme dans tout, quoi, tu vois. Ouais, et puis avoir des objectifs, visualiser des choses à court, moyen, long terme, c'est important aussi. Ça donne une motivation et ça reste essentiel quand même de se fixer des targets comme ça, un peu. Que ce soit des choses un peu folles comme ce qu'on a pu réaliser avec Joey Star ou des choses plus concrètes comme partir en tournée et plus logique. Jouer à tel endroit, etc. Enfin voilà, avoir effectivement des objectifs, mais toujours en étant connecté, en étant convaincu que c'est pour servir les chansons, servir le projet et pas le faire pour des mauvaises raisons, quoi. Tu vois. Souvent, enfin, on a pu avoir ce débat par le passé, tu sais, quand tu faisais un truc, tu te dis, ouais, mais c'est pas la bonne raison pour laquelle on le fait, en fait, tu vois. L'exemple du featuring, par exemple, le faire pour une raison artistique, c'est une bonne raison. Le faire parce que la chanson le demande, c'est une bonne raison. Le faire avec telle personne, parce que tu y as pensé et que viscéralement tu veux absolument que ce soit lui, c'est une bonne raison. En revanche, se dire il faut trouver quelqu'un pour faire un feat, il faut que ce soit quelqu'un de connu et que éventuellement quelqu'un qui a le vent en poupe, machin, et parce que ça va nous faire connaître, ça c'est une mauvaise raison, je pense, tu vois. C'est, enfin, je crois. Hein. J'en suis à peu près sûre. Est-ce que vous pouvez justement nous parler donc de ce featuring qui est du coup déjà disponible en plus sur les plateformes, donc que les personnes peuvent aller streamer juste après l'épisode avec Joey Star justement sur cette EP? C'est une chanson qui s'appelle D'où je viens, qui traite du déracinement, de l'exil, sous un peu plutôt le prisme de l'enfance. Et donc il y a un petit peu c'est presque un trio, parce que il y a un échange entre Chris et Joey, beaucoup, sur la volonté de revoir un frère, mais qui pour nous est plus un frère universel. C'est plus l'humanité au sens large qu'on a envie de retrouver, la fraternité. Après, chacun, bien sûr, il trouvera son interprétation. On a des gens qui nous ont dit ça m'a fait penser à mon frère, ma sœur que je ne vois plus. Ça, c'est ça qui est chouette aussi dans la façon que chacun aura de recevoir le message. Mais c'est vraiment l'idée du featuring est vraiment partie du propos, de la façon dont Chris a commencé un petit peu à agencer le premier couplet, puis le deuxième, et puis d'un coup un troisième couplet qui était hyper dense, très riche en termes de texte. Qui pouvait pas être chanté avec une mélodie classique qui était nécessairement scandée ou rappée, ce que Chris a fait sur la maquette en démo, mais qui nécessitait peut-être
un deuxième chanteur ou quelqu'un pour incarner ça. Et après, je te laisse, Chris, du coup, raconter plus le côté Joey Starr. Pourquoi tu as été le chercher lui? Est-ce qu'il t'a un petit peu inspiré C'est lui qui m'a demandé. C'est lui qui m'a appelé, qui m'a dit j'aimerais bien qu'on fasse une chanson. Non, bien sûr. Non, mais ce que dit Sophie, quoi, c'était une évidence en fait, quoi. C'était une évidence. Moi, j'ai grandi effectivement dans une cité. Enfin voilà, j'ai écouté beaucoup NTM quand j'étais plus jeune, comme des tas d'autres groupes. Donc Joey Starr a toujours fait partie de mon paysage. En fonction des années, avec plus ou moins d'intérêt, effectivement, comme enfin voilà, t'écoutes tel style de musique, après tu passes à un autre, et puis tu reviens à ça, etc. Comme beaucoup d'artistes, quoi, qu'on aime, mais qu'on continue d'aimer, en fait, quoi qu'il arrive, enfin, ça fait partie de ton patrimoine culturel interne, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, en écrivant ce texte, c'est vrai que moi j'aime bien aussi rêver un peu, tu vois, j'aime bien me dire tiens, viens, on essaie de faire un truc fou, quoi, tu vois. Et là, j'ai dit à Sophie, viens, on essaie de faire un feat avec Joey Starr, quoi. Et Sophie elle me dit non, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a dit on fait comment? Voilà. Moi, j'ai pas dit qu'est-ce que tu racontes. Les trucs fous, je suis oui, généralement. Je suis plutôt bon public pour ces trucs-là. Hein. Tu m'as dit on fait comment? Oui, c'était ta première question. On fait comment? Et j'ai répondu j'en sais rien, mais on va essayer de le faire, quoi. Et après, c'est un peu miraculeux l'univers, quoi, tu vois, qui a fait le reste, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je me suis retrouvé dans un événement, là on a le temps de développer, donc on peut être précis, hein. En gros, je me suis retrouvé j'ai rendu service à un copain sur une séance photo. Enfin voilà, il avait besoin de quelqu'un pour un peu diriger la séance photo pour un magazine. Comme je te disais, comme j'ai travaillé dans la presse précédemment. Et en fait, c'était donc chez Deezer, qui est une plateforme de streaming, pour la promotion d'un podcast qui s'appelle Gang Stories, dont Joey Starr était la voix. Et donc il était là pour cette journée de promotion, et mon pote allait faire une interview, donc j'y suis allé avec lui. Et voilà, et j'avais effectivement mon idée derrière la tête, quoi. Je comptais bien lui poser la question, essayer de trouver un moment pour lui poser la question, savoir si ça pouvait ou non l'intéresser. Ce que j'ai eu la chance de faire grâce à des gens sur place qui ont joué les entremetteurs, entre guillemets, notamment grâce à Reza qui produisait, si je me trompe pas, le podcast, et du coup qui me l'a présenté, et du coup j'ai pu discuter avec lui un petit moment, avec Joey Starr, et lui dire voilà, moi j'ai un groupe qui s'appelle Villaincoeur, on a une chanson qu'on aimerait bien te proposer pour faire un feat, quoi. Et il m'a dit mais non, moi tu sais que voilà, je suis plus trop là, je suis plus pas trop dans la musique en ce moment, quoi. Je suis comédien, quoi, tu vois, donc avant tout, même s'il fait des tas de choses, je devais avoir l'air tellement déçu qu'il m'a quand même donné son numéro, et il m'a dit appelle-moi, envoie-la-moi, on sait jamais, quoi, tu vois. Et après, évidemment, ça s'est fait en plusieurs étapes. On s'est revus. Nous, on a suivi un peu son travail aussi en tant que metteur en scène. Tu vois, il a mis en scène une pièce de théâtre qui s'appelle Cette petite musique que personne n'entend, écrite et incarnée par Clarisse Fontaine, qui est un seul en scène sur les violences faites aux femmes. Donc déjà, voilà, Joey Starr qui met en scène une pièce comme celle-ci, tu vois, c'est en soi déjà un geste artistique fort. Par rapport à son passé, hein, il le dit lui-même, donc voilà. Et du coup, on a été voir cette pièce, ça nous a permis de repasser un moment ensemble, de rediscuter de cette possibilité, et puis finalement le rendez-vous a été pris, on l'a fait, on a enregistré la chanson, et ensuite, ensuite rien n'a jamais été compliqué, en fait, quoi, tu vois. On a voulu faire un clip, et il nous a dit ok, on fait le clip, enfin voilà, quoi, tu vois, c'était pas rien n'était compliqué, quoi. Et c'est ça, nous, qu'on a beaucoup aimé chez Didier, en l'occurrence, puisque c'est son prénom, c'est que c'est un vrai être humain, pour le coup.
Alors oui, avec des travers comme tous les êtres humains, mais aussi avec énormément de qualités, tu vois, et des qualités qui prennent beaucoup de place, tu vois, pour le coup, quoi. Une grosse générosité. Ouais, une générosité artistique et humaine, en fait, et les humaine, deux. ouais. Ouais. C'est avant tout la rencontre humaine, quoi. Il y a pas de, je suis pas persuadé que de son côté ce soit un coup de foudre artistique pour le propos de la chanson sans doute, mais pour le registre musical. Je ne pense pas, tu vois, parce que c'est pas son registre de prédilection. Après, je vais pas parler à sa place, mais je crois pas que ce qu'il est convaincu, c'est l'arrangement ou la prod de la chanson. Et d'ailleurs, on en a eu un exemple, parce qu'au départ, on était parti dans une prod un peu trop hip-hop pour le coup, et on a ramené la chanson beaucoup plus à notre esthétique à nous. Et lui, pour le coup, ça, il a beaucoup plus aimé, ça. Tu vois, le fait que quand il a écouté la version finale, il nous a dit, c'est vachement bien, vous l'avez beaucoup plus ramené proche de ce que vous faites, quoi. Donc voilà. Ouais. Oui, il l'a vraiment fait pour votre projet. Il l'a fait pour notre projet et comme il le dit lui-même, il l'a fait parce qu'il y a eu une rencontre humaine, quoi. Voilà, quand on s'est revus effectivement à Saint-Malo pour la pièce, on était tous les deux, on a passé du temps ensemble. Mais encore une fois, on l'a fait le plus sincèrement qui soit. Il n'y a pas eu de calcul, tu vois. On s'est pas dit. Justement, on a demandé à Joey Starr, quoi, tu vois. Et si on a demandé à Joey Starr, c'est-à-dire qu'on n'a pas demandé forcément à quelqu'un dans notre registre musical déjà, pour commencer. On a demandé vraiment à quelqu'un qui était pour nous, pour moi au départ, et ensuite c'est devenu assez évident pour nous deux, la personne avec qui le faire, parce que la chanson raconte des choses sur un sujet auquel lui il est aussi très sensible, tu vois. Et voilà, quoi. Et puis cette urgence, ce besoin d'avoir quelqu'un qui incarne cette urgence, qui incarne toute l'urgence qu'il peut y avoir dans la partie finale de cette chanson. Côté très, très sombre de la voix aussi, Ouais. très un peu gluttural comme ça, très, très caractéristique, mais très typé aussi. Et ça contraste beaucoup avec la voix de Chris. Ça, c'est assez sympa. Non pas que t'aies pas une voix typée, Ouais, mais une voix de gentil. toi, t'as plus le côté chanteur. Ouais, il y a vraiment on switch vraiment dans ce passage de la chanson entre deux personnages qui sont complètement différents. Et ça, c'était chouette, quoi. Mais ouais, du coup, bah voilà, on s'est rencontrés comme ça. Ça s'est décidé à 5h du mat à Saint-Malo après quelques. Enfin, moi, j'avais pas marché en écrevisse comme ça depuis mes 18 ans, quoi, tu vois. Donc, il faut tenir. Hein. T'as pas vomi dans l'océan? J'ai vomi dans l'océan. Tu le sais très bien parce que tu m'as filmé. Ouais, je balance. Sophie m'a filmé. Elle a filmé, elle a tout filmé. J'espère qu'elle publiera jamais la vidéo. Je garde ça si j'ai besoin de soutirer des dossier, infos. Ouais. Mais du chantage, un jour peut-être. Non, tout a été simple, tout a été naturel et voilà. Et c'est très cool, tu vois, y compris pour la pochette. Quand on a voulu faire la pochette avec nos 3 enfants, c'était forcément un peu délicat parce que il fallait utiliser des photos de nous 3 enfants, quoi. Donc il fallait évidemment qu'on ait quand même son accord et ça nous a permis d'en discuter, quoi. On en a reparlé, etc. Donc à chaque fois qu'on a fait un truc, de toute façon c'était avec son accord puisque voilà, c'est une chanson qu'on a fait ensemble. Mais en fait ça n'a jamais été compliqué. Voilà. C'était fluide et puis on s'est senti d'égal à égal. En fait, c'est ça qui a été très très agréable aussi. C'est que tu es face à un monument de la musique, un monument du cinéma. Enfin voilà, c'est une légende. Et en fait, à aucun moment on s'est senti pris de haut ou inférieur à lui. Il a toujours respecté la place de chacun. De Chris en tant qu'auteur, de moi en tant que compositrice, arrangeuse et tout ça. Et ça, c'est hyper agréable en fait. C'est devenant de la part d'un mec comme ça, c'est ce qu'il pouvait y avoir de plus chouette, quoi. Vraiment. Bah ouais.
Je trouve qu'il y a justement un gros sujet quand on lance justement son projet, quand on essaie de le faire vivre et que d'un coup on se rend compte que des gens qu'on admire depuis des années y croient. Moi je sais qu'au tout début du podcast, à chaque fois que quelqu'un acceptait un interview, je me disais toujours genre waouh, c'est hyper gentil. Et je mettais longtemps à me dire que juste ils croyaient à mon projet, que c'était pas par gentillesse. Est-ce que vous avez un peu ressenti ça aussi, ce truc de dire waouh, j'aurais jamais pensé, c'est fou qu'ils le fassent. Alors pour le coup, non, ça non, parce que t'as pas. Didier te donne pas l'occasion de ressentir ça, quoi. C'est il aime ou il aime pas. Enfin, il a envie ou il a pas envie, quoi. Il y a pas de. Enfin, encore une fois, je vais pas parler à sa place, mais c'est aussi simple qu'il a eu envie, il l'a fait, quoi. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Et du coup, il n'y a pas la place pour, les sournoiseries, quoi. Tu vois, ou pour les fausses gentillesses. Je peux parler de l'aventure en studio, tu vois. En studio, on a essayé des choses et tout. Moi, à des moments, j'ai demandé s'il pouvait éventuellement essayer comme ça, et il m'a dit non. Tu vois, quand il m'a dit non, c'est non, quoi. Tu vois, c'est lui, il voulait le faire d'une certaine façon. Et c'est aussi pour ça qu'on a été le chercher. C'est parce que artistiquement, il allait nous apporter son truc à lui, quoi. Tu vois. Il a accepté de chanter aussi, alors que... Il a accepté de chanter sur le deuxième couplet, par exemple, alors que on a fait des essais là-dessus, on lui a demandé ça, il était partant pour le faire, donc c'est assez cash, mais c'est super agréable, parce que c'est oui ou c'est non, il teste, s'il a envie de le faire ou pas, mais c'est pas... ouais, mais je sais pas, tu passes pas 3 heures à argumenter ou à tergiverser autour d'une idée, on fait ou on fait pas, ça marche ou ça marche pas, et c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais, et puis voilà, puis ce côté, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis. Alors après, la différence avec la bienveillance, tu vois. Moi, je fais pour le coup. Alors là, pour le coup, moi, je l'ai trouvé lui ultra bienveillant. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré la première fois, je me suis pris des vannes toute la journée. Enfin, tu vois, comme il sait le faire et comme il le fait. Voilà quoi, comme tout le monde, je me suis fait vanner, etc. Mais quand je lui ai parlé de musique et que je lui ai exposé le fait que j'avais une chanson, on avait une chanson à lui proposer, j'ai été pris au sérieux, tu vois, j'ai été vraiment écouté. Et ça c'est extraordinaire, quoi, tu vois. Bon, aussitôt après cette conversation, je me suis repris une petite vanne. Mais voilà, enfin tu vois, c'est le personnage. C'est le personnage et enfin c'est même la personne en fait, parce que voilà, c'est ça l'entièreté. Bref, enfin, en tout cas, tout ça pour dire que pour moi il n'y a pas eu de calcul, et quand on dit qu'il n'y a pas de calcul, c'est effectivement y compris sur ce genre de truc de fausse gentillesse ou de fausse modestie ou de fausseté, quoi, tout simplement. Il n'y a pas eu ça, quoi. Mais comme il n'y en a pas entre nous, entre Sophie et moi, tu vois, on n'est jamais gentil l'un avec l'autre pour être gentil, quoi, tu vois. Si on doit faire un compliment, c'est que le truc mérite le compliment, et aussi qu'on se dit, bah, le compliment va booster, permet de booster aussi, ça fait du bien des fois, les compliments. Moi, je sais que c'est un peu mon travers, c'est que je suis pas la personne la plus, comment dire, généreuse en compliments. Généreuse en compliments. Quand il y en a un, il fait du bien. Voilà, des fois, je me force entre guillemets, enfin, je me force pas, non, je le fais parce que je sais que c'est important d'entendre que les choses sont bien. Mais comme moi, même pour en revenir à ton travail à toi, c'est sûr que si certaines personnes acceptent de le faire, c'est aussi parce que ce que tu fais est de qualité. Au-delà de la gentillesse de vouloir le faire, je pense que si des artistes ou les gens que tu reçois prennent le temps de discuter et de le faire avec toi, c'est que ton travail le mérite, avant tout. Et c'est une chance aussi, tu vois, pour nous. Non, mais pour nous artistes, passer 1h30 un samedi après-midi à discuter de choses et d'autres, comme ça, c'est aussi une chance, tu vois. Enfin, tout le monde n'a pas l'occasion de faire ça, et tu vois. Donc du coup, merci déjà. Merci à toi. Et voilà, mais entre guillemets, enfin, il n'y a pas de fausse gentillesse dans ce que je te dis. Pour nous, on est content d'être là, d'avoir cet échange, parce que cet échange, il nous permet aussi d'aller plus loin que là où on peut aller habituellement quand on a un échange de promo, enfin d'interview classique, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est cool, quoi. Ouais. Pour vraiment rentrer dans les choses un peu profondes, on aborde des sujets qu'on n'a pas forcément abordés
certaines choses. Et du coup, bravo pour ce travail aussi, parce que il faut. Tu t'en parlais au début, tu disais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matière sur Internet aujourd'hui, enfin voilà. Mais il faut qu'il y ait des choses comme ça, quoi. C'est hyper important, parce que c'est ça qui nous reconnecte à l'humain au final, tu vois. C'est de pouvoir écouter les podcasts. Je trouve ça hyper intéressant pour ça, quoi. C'est que tu peux vraiment aller chercher ton sujet, écouter un truc qui prend du temps, qui va te... Et pas s'abrutir devant des vidéos de mecs qui essaient de faire rentrer des carrés dans des ronds. On est tellement tombé dans l'excès inverse de choses rapides, consommées rapidement, de trucs très très short à chaque fois, qui doivent aller vite. C'est pareil dans la musique maintenant, c'est des singles, il n'y a plus vraiment d'albums, ou beaucoup moins. Tu construis plus les choses de la même façon, c'est dommage, et c'est bien ce retour en arrière vers des choses qui prennent le temps, où tu vas en profondeur. Nous, on vient d'une génération où on achetait encore des CD, t'achetais un album entier et tu l'écoutais du début à la fin, parce que t'avais pas forcément Deezer et Spotify pour aller écouter plein de trucs et switcher de l'un à l'autre parce que ça te plaît pas, ou bof, machin. T'avais un artiste, t'achetais son album et tu l'écoutais... Et ça, quand on dit avec attention. Ça, quand on dit ça aujourd'hui, excuse-moi du mot, mais quand on dit ça, t'as l'air d'un vieux con, quoi, tu vois. Et en fait, nous aussi, à un moment donné, on s'est dit, ouais, faut vivre avec son temps, entre guillemets, machin et tout. Mais on a juste oublié au passage que cette surconsommation de médias, de loisirs, de machin, cette consommation rapide, elle nous a déconnectés de l'humain, justement, quoi. Quand tu vas au cinéma et que t'es pas planté devant Netflix ou Amazon chez toi, quand tu vas au cinéma, il y a des gens dans la salle qui rigolent. Et puis t'as payé ta place pour un film, en fait. Et si te plaît moyennement ou quoi, t'es pas obligé de rester jusqu'au bout, mais tu dois laisser sa chance au truc. Au bout des 10 premières minutes, tu switches pas à autre chose, quoi. Mais surtout, t'es avec des gens qui vont rire ou qui vont pleurer. Je pense, on a été voir dernièrement, comme 4 millions de personnes, ou presque 5, un petit truc en plus, tu vois. Mais quel bonheur de voir ce film dans un cinéma, en fait, quoi. Quel bonheur, parce que de voir les gens rire, de voir à quoi réagissent les gens, à quoi ils réagissent pas, et comment toi tu vas... Moi, limite, je peux te dire, ça pourrait me faire pleurer. Alors le film était beau, évidemment, mais je crois que ce qui pourrait me faire pleurer, c'est de voir que d'autres gens vont être sensibles à ça, tu vois. La communion qu'il peut y avoir, comme lors d'un concert ou dans plein d'événements. Le fait d'aller voir un humoriste et de rigoler, d'aller voir un film et de pleurer, et de sentir que d'autres personnes ressentent les mêmes émotions, c'est hyper fort, en fait. C'est hyper fort. Au final, le moment où tu es censé être seul, c'est que quand tu écris ou quand tu lis quelque chose, tu vois, à la base. Après, le reste au niveau culturel, j'entends, c'est censé être des expériences partagées, quoi, tu vois, la plupart du temps, quoi. Quel que soit l'art, une peinture c'est fait pour être vue dans une expo, ou alors effectivement si t'es très riche, pour l'acheter et la mettre dans ton salon, mais quoi qu'il arrive, si tu fais ça, c'est pour que les gens qui viennent chez toi la voient, tu vois, et en discutent, et que ça les interpelle, et enfin voilà, bref, c'est tout ça pour dire que la reconnexion à l'humain, elle me paraît tellement importante. Et on perd, malheureusement, j'ai l'impression qu'on perd un peu ça de vue. Et quand je dis on, je nous inclus dedans. Ça nous arrive d'être speed, de pas toujours faire attention. Tu sais, souvent, on se dit, dans Bouteille à la mer, à la fin du clip de Bouteille à la mer, le premier extrait de l'EP là, qui va arriver, à la fin, il y a une séquence où Sophie, elle me dit ça va, toi, sinon? Et en fait, cette question, on a fait cette séquence parce qu'on trouve ça fascinant. En fait, tu sais, la question ça va aujourd'hui, tu la poses tout le temps, mais t'écoutes pas la réponse. Parce que t'as pas le temps de l'écouter. Donc c'est une politesse. Puis en fait, si on nous disait non, on saurait même plus qu'en faire de cette réponse. Tellement on n'est pas prêt à l'accueillir au moment où on la pose. C'est ça, exactement. Ouais. On la pose pas vraiment, en fait. On s'en fout de la réponse. C'est triste, mais on est tous pareils, mais... parce que quand quelqu'un te dit ça va, effectivement, comme tu dis, ça va. Et puis si tu réponds bah non, ça va pas du tout, tu vas dire celui-là il va me plomber ma journée, allez je me casse, quoi, tu vois. Ou tu vas écouter ce que la personne te dit, mais avec une oreille, machin. Juste avoir l'intention de demander à la personne si elle va bien, en fait. Si on le fait, essayer de juste se reconnecter à ce qu'on est en train de demander et de dire, en fait.
à l'instant T. Si vraiment tu poses la question, c'est que la réponse t'intéresse. Et arriver à y répondre aussi avec franchise, c'est pas évident non plus. Mais ouais. Et justement, là, vous parlez de Bouteille à la mer. Du coup, j'ai pu écouter les chansons de l'EP un peu en avance qui m'ont du coup vachement touchée. Ouais, est-ce que vous pouvez parler justement du thème justement des autres chansons? Là, vous avez un peu abordé cette question de la solitude et d'avoir l'impression en fait justement d'avancer un peu seul dans Bouteille à la mer. Quels sont un peu les thèmes justement qui vous ont tenu à cœur et que vous mettez en avant dans cette EP? Eh ben, dans Bouteille à la mer, en l'occurrence, ouais, c'est complètement ça. On a été, comme beaucoup de gens, confrontés à des choses de la vie juste avant le Covid, des trucs un peu difficiles, d'un point de vue santé notamment. Et du coup, ça nous a donné un petit aperçu en fait, ça nous a permis d'aborder finalement le confinement et la crise sanitaire d'une autre façon, parce que nous on avait déjà eu notre truc on a déjà eu le truc qui nous avait fait croire que tout était fini, tu vois, enfin que on n'allait pas aller plus loin. Donc quand on est arrivé dans un moment où on avait tous l'impression dans le monde entier quasiment on savait pas quand est-ce que ça allait reprendre, quand est-ce qu'on pourrait refaire des concerts, etc. On était un peu préparé entre guillemets à ça psychologiquement, parce que voilà, quelques mois auparavant, on était déjà descendu bien bas. Donc effectivement, le concept, c'est de dire, quand tu descends très bas, y a toujours moyen de remonter, quoi. Et le principe de Bouteille à la mer, c'est un peu le même principe que quand tu mets un message dans une bouteille et que tu la jettes à la mer, elle finit toujours par s'échouer quelque part, mais parce qu'elle se laisse dériver, tu vois, et que le message soit un message d'espoir ou un message de désespoir, la bouteille, elle dérive, et puis elle va là où l'emmène le courant. C'est de dire à un moment donné, quand tu es vraiment tombé en bas, le message d'espoir, il est de dire laisse-toi faire en fait. Enfin, tu vois, à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire que de laisser passer, quoi. Et évidemment, là en l'occurrence, ça part de problèmes de santé, donc évidemment qu'il faut se battre. Tu vas pas te laisser bouffer par une maladie ou machin. Évidemment qu'il faut être combattant, mais la vraie question, c'est quand vraiment t'en as plein la casquette de tout. La vraie solution, c'est plutôt de se dire il va y avoir un jour où ça sera mieux, quoi. Tu vois, faut accepter de lâcher prise parfois, ne pas être toujours sous contrôle et tout ça, ce qui est pas évident, mais des fois t'as pas le choix en fait. Ouais. Mais statistiquement, t'as quand même plus de chances qu'il se passe un truc bien après un truc mal que d'enchaîner les trucs mal. Et je crois aussi beaucoup au fait que si tu les enchaînes, c'est parce que tu vas aussi te mettre dans cet état d'esprit parfois. Tu vois, c'est délicat de dire ça, mais le fait nous on fait pas partie des gens qui se plaignent parce qu'on estime avoir une vie une belle vie, voilà, même si c'est pas toujours facile au niveau économique, au niveau machin, etc. On est loin d'être à plaindre. On vit dans un pays où on est confort et tout ça, et donc voilà, tout ça c'est une chance, et je sais plus pourquoi je suis parti là-dedans. Et tu parlais justement de la notion de il y a des chances qu'un truc bien arrive après. Je pense que justement il y a aussi cette question de il faut pas non plus trop en vouloir. Je pense qu'on peut un peu se tomber là-dedans, notamment au début d'une carrière artistique, de dire je serai heureux quand, et en fait non, tu vas être heureux maintenant, parce que ce que t'attends ne se passera jamais de la manière où tu l'attends, en fait. Exactement, c'est vraiment ça, c'est bien résumé. Ouais, c'est super ce que tu dis, de pas s'auto-flageller en permanence parce qu'on n'a pas réussi tel truc, mais plutôt se satisfaire aussi de ce qu'on a réussi à accomplir déjà. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Je t'ai même pas regardé. Mais c'est pas facile à faire comme travail. C'est une vraie façon de. Oui, c'est une vraie philosophie en fait, de se dire attends, j'ai fait un truc bien en fait. Et se satisfaire de ça et se complimenter pour ça plutôt que de se dire j'ai pas réussi ou j'ai raté. Ou je peux faire encore mieux. En fait, tu peux toujours faire mieux, ça c'est sûr. Mais effectivement, se satisfaire, c'est pas se satisfaire du peu, loin de là, au contraire. Comme disait Sophie tout à l'heure, c'est se fixer des objectifs, des paliers, quoi. Essayer d'atteindre
essayer d'atteindre des trucs. Et quand mais nous, enfin, c'est l'ascenseur émotionnel. Des fois, le matin, on a un truc, une super bonne nouvelle qui tombe, et puis l'après-midi, on se retrouve face à un problème à régler qu'on n'avait pas vu venir. Bon, bah, on a compris que c'était comme ça, quoi. Voilà. En même temps, n'est-ce pas le principe de la vie, quoi. Tu vois. Donc, si effectivement, à chaque fois qu'il y a un truc pas bien, tu te dis, ah, j'en ai marre des emmerdes, j'ai que des emmerdes, et ça va continuer combien de temps comme ça? Bah, il y a quand même beaucoup de chances pour que ça continue comme ça si tu te mets dans cet état d'esprit, hein. Je crois, hein. Alors que si tu essayes de voir, comme me dit souvent Sophie, essaye de voir le verre à moitié plein. Ça, t'as hésité, hein. J'ai hésité, et non pas à moitié vide. Et ben, elle a raison. Ouais. Ça change beaucoup de choses, en fait. J'espère que la consultation va pas nous coûter trop cher quand même. Non, mais je pense que c'est justement pour ça que c'est ultra nécessaire d'avoir des artistes qui mettent en avant des chansons à texte, et où les textes justement te permettent de te remettre aussi en question ou de te sentir touché. Je pense souvent quand on écoute un texte et qu'il nous met un peu les larmes aux yeux, ça nous amène à se questionner sur pourquoi en fait on l'entend dans une chanson, pourquoi on s'est pas posé la question avant et pourquoi c'est important de se la poser en fait. Être à l'écoute de ce qu'on ressent, de ses émotions, et les laisser venir, et être capable de se questionner, ouais, comme tu dis, sur pourquoi je pense ça, pourquoi je ressens ça, sans encore une fois être tout le temps en train de vouloir se changer, mais accepter d'être faillible, mais en tout cas essayer de se comprendre, c'est un vrai travail, et je pense que c'est le travail d'une vie, se connaître soi-même. C'est une très belle conclusion. C'est beau. Alors, est-ce que déjà, avant de faire la conclusion, est-ce que vous avez un autre sujet que vous avez envie d'aborder, quelque chose que vous voulez rappeler? Non, bah écoute, non. J'aurais parlé de ta coupe de cheveux, je sais pas si on peut. Ça se voit pas là. Les auditeurs peuvent pas la voir, heureusement. Et la mienne, c'est encore pire. Mais sinon, non, c'est cool. On a pu aborder pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé, si ce n'est que oui, dans cette EP, il y a donc Bouteille à la mer, D'où je viens, et 3 autres chansons à découvrir quand il sortira, qui sont des chansons à propos, plus ou moins à propos de l'être humain, et si c'est pas de l'être humain, de l'être vivant. Voilà, tu vois, l'EP s'appelle Le cimetière des chats, et il y a une chanson qui porte le même nom. Évidemment qu'on aime les chats, évidemment qu'à la base c'est une pseudo-dédicace à nos amis félins, félidés plutôt, mais il y a un truc sur le processus de deuil et de reconstruction aussi dans cette chanson, sous couvert de parler du chat et de ses nombreuses vies. Il y a un truc voilà, sur le deuil et la reconstruction, et comment on fait pour rebondir quand tu perds effectivement. Enfin, ça donne pas le mode d'emploi. Je dis comment on fait. Non, c'est pas du tout un mode d'emploi. C'est juste un truc. Le fait qu'il y a l'espoir de pouvoir rebondir. Voilà, exactement. Quelle que soit la difficulté à laquelle on fait face, il y a toujours un moyen d'aller ailleurs, de s'en sortir, et de. Ouais, c'est un peu comme le chat de retomber sur ses pattes. C'est ça. Mais voilà. D'attaquer une autre vie. Madame Caprice, c'est une chanson sur l'égocentrisme et le comment dire, le matérialisme, tu vois, surtout les gens qui finalement utilisent les autres comme des objets et non pas comme des humains, dans le sens où parfois, voilà, les gens, parfois certaines personnes vont servir leurs intérêts en premier, en oubliant les répercussions que ça peut avoir. C'est voilà, une chanson sur quelqu'un qui pense être le centre du monde et qui, au fond, est très malheureux. Oui, c'est ça. Il y a aussi le fait de combler le vide par l'exubérance, parfois. Exactement. Beaucoup de gens, quand c'est too much, il y a un problème de fond. C'est souvent des gens qui sont mal dans leur peau, malheureux, ou qui ont une blessure assez profonde.
Et Madame Caprice, c'est un peu C'est ça. exactement ça. Tu l'as mieux résumé que moi, je te remercie. Non, je complète. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Et puis le dernier, il y a Petit cœur de pétrole, hein, pour finir, qui est plus une chanson à portée environnementale, on va dire, sur l'usage du plastique, mais de manière un peu poétique, quoi. C'est un peu l'histoire du petit bouchon, de la petite bouteille d'eau qui navigue, qui parcourt la planète, alors qu'elle aurait dû finir proprement dans une poubelle pour être recyclée, ou pas exister du tout d'ailleurs. Voilà, parce que c'est des sujets qui nous touchent aussi beaucoup, la planète, l'écologie. Donc voilà, on aime bien raconter ces choses-là sans forcément être donneur de leçons. Voilà, l'aspect un peu poétique nous parle plus que l'aspect contestataire ou revendicatif. On préfère raconter les choses avec un peu de... Mais d'ailleurs, le refrain de la chanson dit « Je suis né sous blister », c'est aussi un aveu. C'est-à-dire que nous, on est issus de cette génération, malheureusement, qui a grandi avec le plastique, qui l'a utilisé dans tout, et qui du coup, a grandi avec, quoi, s'est construit avec. Donc c'est pas une forme de culpabilité, mais c'est aussi c'est plutôt une forme d'aveu et de dire on est né comme ça, quoi. Enfin, on est né dans ce truc-là, quoi. Voilà. Et donc voilà. On laissera pas. C'est pas un truc formidable qu'on va laisser derrière nous. Voilà, pour plomber l'ambiance un petit peu plus. Et du coup, c'est vraiment un EP qui est très engagé, où vous avez mis beaucoup d'observations. Enfin, on voit que vous avez beaucoup observé le monde autour de vous avant d'écrire chaque thème, et que chaque thème est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Bah ouais, parce qu'après, moi, j'ai du mal à écrire des histoires d'amour, par exemple. Tu vois, je trouve que les textes, les chansons sur l'amour, c'est bien, c'est super, mais parfois... tu peux pas en faire 15 non plus dans un album, où c'est bien qu'il y ait des choses, d'autres préoccupations que juste ta petite personne et les sentiments qu'elle peut avoir, quoi. Voilà. Donc effectivement, après, comme dit Sophie, c'est engagé, oui et non, dans le sens où nous, on a nos convictions, on a nos engagements. Après, dans notre musique, ce qu'on veut surtout, c'est les rendre, les poétiser et non pas les politiser, tu vois. Les rendre poétiques, quoi. Voilà. Et si ça peut servir à comment dire, à des gens, enfin si ça peut donner envie à des gens de se pencher sur une cause. Par exemple, dans l'épée précédent, on avait une chanson qui s'appelait Le Zèbre. Voilà, nous on est végétarien, enfin on mange pas d'animaux. Du coup, on dit pas aux gens il faut être végétarien, il faut pas manger d'animaux parce que c'est pas bien. Mais ce qu'on dit, c'est prêtons plus attention à la maltraitance animale, aux conditions dans lesquelles sont élevés les animaux qui sont consommés, etc. On est loin de nous l'idée de donner des leçons, tu vois, mais plutôt de dire essayons de rester aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Je le cite dans chaque interview sur Jean-Claude Van Damme. Passion pour Jean-Claude Van Damme. J'aimerais le rencontrer un jour. C'est le prochain featuring. Dans un clip, ouais. On lance un appel. On aimerait bien faire un clip avec Jean-Claude. Si tu nous écoutes, on aimerait beaucoup faire un clip avec toi dedans. Voilà. Merci. Je sais pas si je vais te suivre sur ce coup-là. Oh, tu sais. Et Jean-Claude Van Damme était un personnage hyper intriguant. Moi, j'adore ce mec. Enfin, je le trouve vraiment intriguant, quoi. Voilà. Je conclue toujours les épisodes de Parcours avec la même question. Si vous, aujourd'hui, vous deviez parler, ou vous, enfant, qui vous mettez sur la première fois sur un instrument pour essayer de jouer, qu'est-ce que vous diriez ? Waouh. Non, c'est les vibrations que tu ressens quand tu joues d'un instrument, l'excitation, c'est assez intense. Et je pense qu'un enfant qui découvre un instrument, le fait que ça vibre, que ça résonne, que ça produise un son, c'est hyper fascinant en fait. Et
j'essaye à chaque fois que je joue de me reconnecter à ça, parce que c'est ça qui m'a donné envie au départ. Donc je sais pas si j'ai bien saisi ta question, mais voilà, je me dirais que c'est extraordinaire en fait de ressentir la vibration d'une guitare, par exemple. Quand tu joues de l'acoustique, tu as la caisse de résonance, le corps. Il y a un lien physique avec l'instrument qui est hyper fusionnel, en fait. Et ça, c'est assez exceptionnel de pouvoir le vivre la première fois et du coup de s'y reconnecter aussi. Comme on le disait d'ailleurs même tout à l'heure, quand tu oublies un petit peu pourquoi tu fais de la musique, voilà, déjà il y a ce côté un peu... ce rapport un peu fusionnel à l'instrument qui est trop chouette, quoi. Donc je pense que la petite Sophie doit se souvenir de la première fois où elle a essayé de gratouiller voilà, ce que ça a pu faire. Moi je n'ai pas grand chose à rajouter parce qu'effectivement quand Sophie explique ça, je revois les sensations que pouvait faire la guitare au tout début, ce truc là que quand tu grattes une corde ça fait un son comme ça, et puis ben moi c'était une guitare classique, du coup quand tu tapais sur la caisse il se passait aussi quelque chose, enfin tu vois, mais moi ce que je dirais au petit Chris, c'est vas-y quoi, explore, fais ce que tu as à faire. Moi je serai toujours là pour te soutenir parce que du coup c'est vrai que l'enfant intérieur on en a pas beaucoup parlé pendant le podcast, mais nous c'est un truc auquel on croit beaucoup, et notamment dans D'où je viens justement c'est pour ça qu'on est enfant sur la pochette, qu'il y a un enfant dans le clip, c'est que l'enfant c'est un peu la clé de voûte de ce qu'on devient quand on est adulte, et parfois on a un peu tendance à oublier cet enfant à l'intérieur de nous, quoi. Et du coup moi voilà, si je le voyais devant moi, je lui dirais merci, quoi. Merci d'avoir continué à croire à toutes ces bêtises. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast, j'ai vraiment adoré cet échange. Merci Pareil. à toi, pareil, c'était vraiment, vraiment top. Bravo à toi, et on te souhaite vraiment une bonne continuation Merci. d'en faire encore plein beaucoup. d'épisodes. Ouais. Merci beaucoup. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.